Bonjour à toutes et à tous. L'analyse que je vais aujourd'hui vous présenter porte sur l'archéologie de la catastrophe de Saint-Pierre en 1902. Pour mieux comprendre le contexte, nous allons prendre la direction de la Martinique, dans la commune de Saint-Pierre. Retour sur la catastrophe de 1902. Nous sommes le 8 mai 1902, jour de l'Ascension, à 8h02 du matin dans la ville de Saint-Pierre, capitale de la Martinique. Les Pierrotains n'ont aucune idée de ce qui les attend. En effet, la volcanologie n'existait pas encore et le phénomène de la nuée ardente, qui autrefois détruisait Pompéi, n'avait jamais été étudié. Lors d'une impressionnante explosion, une nuée ardente s'échappe du volcan de la montagne Pelée. Ce nuage de cendres, de pierres et de gaz enflammés à plus de 1000 degrés recouvre la ville, l'étouffe, l'embrase et la rase en quelques secondes, tuant 30 000 personnes et détruisant 40 navires dans la rade. La capitale de la Martinique est alors plongée dans l'obscurité. C'est l'anéantissement total. Face à la plus grande tragédie de l'histoire martiniquaise du XXe siècle, ces images de Saint-Pierre dévastées et ces 30 000 morts sont si bouleversantes. Quelques rares personnes sur les navires échappent à la mort, mais dans la ville, on ne retrouvera que 2 miraculés. Un cordonnier, Léon Compère-Léandre, et un prisonnier nommé Louis Siparis. Une seconde éruption plus violente que la première a eu lieu le 20 mai 1902 et finit de dévaster la ville. Au lendemain de la destruction de Saint-Pierre par la montagne Pelée, des gens venus des îles d'à côté et des communes voisines organisent un pillage systématique de la ville, sous le prétexte de retrouver leur famille. Un pillage officiel est ensuite organisé par l'État français qui se dépêche de récupérer l'or et les numéraires des banques de Saint-Pierre. L'État délègue ensuite une commission chargée de récupérer les bijoux se trouvant sur les cadavres, avec la promesse de les restituer aux familles des défunts. Mais la promesse n'est pas tenue. Les gens viennent alors à Saint-Pierre dans le but de récupérer des fontaines, chercher du marbre, s'attribuer des statues et s'emparer des canons. Tous ces éléments nous poussent à nous demander mais qu'est-ce que l'archéologie nous apprend sur la catastrophe de Saint-Pierre? Eh bien, voici une présentation des sources écrites et orales. Suite à l'éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902, la ville de Saint-Pierre fut rasée par la nuée ardente. Cependant, grâce aux épaisses couches de cendres qui se sont déposées sur la ville, des sites ont été préservés permettant des observations archéologiques précieuses sur comment était la ville avant l'éruption, mais aussi de comprendre la violence de la catastrophe naturelle. Télégramme envoyé le 7 mai 1902 en Martinique. Commandant brigade Basse-Pointe à chef escadron Fort-de-France. Depuis 11h matin, la rivière Basse-Pointe qui traverse le bourg a eu 5 crues très fortes, de boue excessivement épaisse et noirâtre, entraînant énormes pierres et quantité bois. La dernière survenue à 4h, soir, a menacé le pont et quelques maisons riveraines. Les habitants affolés quittent les immeubles. Toutes les autorités sur les lieux surveillent les points menacés. Marius Hurard, directeur fondateur et rédacteur du journal Les Colonies, organe républicain de la Martinique, 7 mai 1902. Nous avouons ne rien comprendre à cette panique. Où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre ? Témoignage du capitaine Freeman, commandant du Rodam. Il était exactement 7h45 quand l'explosion se produisit. Il fallait avant tout tenter la fuite, mais il n'était pas facile de rassembler l'équipage. Ne pûmes arriver à briser la chaîne de l'ancre, mais la manœuvre était extrêmement difficile. Les flammes gagnaient à chaque instant, les vagues secouaient le navire. Nous naviguâmes pendant 5 heures. Enfin, nous atteignîmes Port Castries. Notre bateau était méconnaissable. C'était un bateau fantôme. L'agent ne me reconnut qu'à ma voix. Nous apportions à Sainte-Lucie
la première nouvelle du désastre. Nous venons des portes de l'enfer, dis-je. Vous pouvez télégraphier au monde qu'il n'y a plus une âme vivante à Saint-Pierre. Rapport du commandant Lebris, capitaine du navire Le Suchet, au ministre de la Marine, mai 1902. En arrivant devant la ville, je me suis rendu compte immédiatement qu'il n'y avait plus rien à faire dans cet immense brasier. J'ai fait sauver quelques survivants qui se trouvaient à bord du vapeur anglais Roraima, sur des épaves et à terre. J'ai aussi ramené des blessés de l'extrémité du village de Carbet. Présentation des sources écrites. Nous avons tout d'abord une affiche de mai 1902 faite par le Comité officiel d'assistance et de secours aux sinistrés de la Martinique. Puis, la couverture du journal La Patrie du 9 mai 1902 qui apprenait aux Français du continent le drame qui venait de se jouer en Martinique. Nous avons ensuite l'appel du Comité officiel d'assistance et de secours sous la tutelle du ministère des Colonies. Cette affiche était un appel aux dons pour les sinistrés. Présentation des données archéologiques, les objets et les bâtiments. Après l'éruption, une partie des objets de valeur ont été pillés à Saint-Pierre, ainsi que l'or. Cependant, des objets plus modestes du quotidien ont été retrouvés, nous éclairant sur la vie des Pirotins au XIXe siècle. Alors ici, nous avons la nourriture, donc du riz, des pâtes alimentaires, le fromage, lentilles, haricots et pain. Ces aliments nous permettent de connaître la base alimentaire des gens de cette époque. Ces aliments ont dû aussi par les cendres lors de l'éruption, ce qui a permis de les conserver. Nous avons ici les objets de la toilette. Bon nombre d'objets de toilette ont été retrouvés. Les historiens ont démontré qu'à cette époque, un discours hygiéniste était répandu et que cela connotait un certain niveau de vie. Les emballages étaient en verre ou en porcelaine. Cela permettait de conserver le produit et de lutter contre les contrefaçons. Nous allons à présent passer aux données archéologiques, bâtiments. Aujourd'hui, la ville est aménagée sur les mêmes plans car les fondations de certains bâtiments détruits lors de l'éruption ont servi de base pour reconstruire la ville. Les bâtiments que nous allons vous présenter ne sont pas les seuls vestiges de Saint-Pierre avant l'éruption, mais restent les plus connus à ce jour. Le théâtre est ici un témoignage de la vie culturelle de Saint-Pierre. À cette époque, Saint-Pierre est vu comme le petit Paris de la Caraïbe. La vie culturelle y est très riche. Au XIXe siècle, le théâtre de Saint-Pierre est le plus grand de la Caraïbe et pouvait accueillir jusqu'à 800 personnes. Le cachot où se trouvait Cyparis, ou du moins la prison. Juste à côté du théâtre se trouvait la prison. Cette prison est connue pour avoir abrité le cachot de Louis-Auguste Cyparis, l'un des deux seuls survivants de l'éruption. Le second survivant est Léon Compère. Grâce au mur épais de son cachot, Cyparis n'a pas été irradié par la nuée ardente, même s'il a été couvert de brûlures sur tout le corps. Nous avons ici l'église. De l'église de Saint-Pierre qui a été reconstruite, il ne reste plus que le bas du rez-de-chaussée. Le reste fut détruit durant les éruptions.
les données archéologiques, les navires. En 1902, les navires qui étaient au mouillage sont eux aussi détruits. De nos jours, on compte une dizaine d'épaves qui donnent une représentation de la navigation maritime au XIXe siècle en Atlantique. Nous avons ici le Biscay, 1878-1902. Le Biscay était un navire en bois qui a été construit au Pays Basque. Il partait de Bordeaux pour aller à la Terre-Neuve pour s'approvisionner en Maure. Nous avons ici le Diamant, qui était un navire à vapeur qui servait à faire des liaisons entre Fort-de-France et Saint-Pierre. Et enfin, le Roraima, quant à lui, est un navire à vapeur à hélice et qui a navigué entre 1883 et 1902. Quand on voit en plongée la salle des machines d'un navire, on pense aux gens qui travaillaient là-dedans et qui, au moment du naufrage, ont essayé de sortir. On se sont peut-être mis à courir dans les escaliers, n'ont pas eu le temps d'arriver sur le pont et sont morts dans cette salle de machines transformée à ce moment-là en cimetière. C'est une mort qui doit être plus dure qu'un naufrage habituel. Ça doit être une mort plus dure que mourir sur le pont. Mourir sur le pont, c'est mourir à l'air, mourir en contact avec la mer. Mourir dans une salle des machines, c'est mourir dans une boîte. Vraisemblablement, les marins qui sont arrivés sur rade de Saint-Pierre, ils ont regardé la montagne Pelée en éruption comme un spectacle, comme un joli spectacle. Et à aucun moment, ils n'ont pensé que 2 heures après, ils ne seraient plus là. Alors, qu'est-ce que l'archéologie nous apprend sur la catastrophe de Saint-Pierre en 1902? Eh bien, pour conclure, on peut dire que l'archéologie aujourd'hui a un rôle prépondérant dans la catastrophe de Saint-Pierre, puisque objective et ancrée dans les réalités, elle vient corroborer les sources écrites et les témoignages qui sont de base subjectifs et submergés par l'émotion du moment. Grâce à l'archéologie, on découvre la soudaineté et la violence de cette catastrophe annoncée très brièvement à l'époque par un télégramme très court reçu par la métropole. Il faut savoir que l'archéologie reste à ce jour la principale science pour découvrir ce qui s'est passé en 1902 à Saint-Pierre. De ce fait, les nombreux vestiges et objets de la vie de tous les jours qui ont été retrouvés figés sous 3 mètres de cendres ont permis de donner lieu au mémorial et au musée Franck Perret. Un musée destiné à la compréhension de la volcanologie et aux explications sur les événements passés à Saint-Pierre avant et après l'éruption. Les conséquences d'une catastrophe qui a marqué le monde de l'époque et qui a donné naissance à un thème, l'archéologie des catastrophes, qui est croisé avec un autre thème, l'archéologie des temps contemporains. Keep on shaking.